Bonjour à toutes et à tous, ici Antoine de l'Observatoire de Lyon et nous sommes réunis aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Alors, c'est la coutume sur YouTube de dire bienvenue dans une vidéo particulière, mais aujourd'hui, c'est complètement vrai. Nous sommes à l'Observatoire de Lyon, au Centre de recherche astrophysique de Lyon, le CRAL, mais surtout nous sommes le 12 juillet 2022, quelques heures avant que les premières images du JWST, le James Webb Space Telescope, ne soient dévoilées. Alors, avant que tout le monde ne crie à l'escroquerie en commentaire, je vais vous expliquer un peu comment va se dérouler cette vidéo. Effectivement, comme le titre l'indique, nous allons voir ensemble, analyser ensemble les premières images du JWST. Et on fera ça avec Johan Richard, un astrophysicien du CRAL, que vous avez déjà pu voir en conférence sur cette chaîne. Mais à Lyon, nous avons également la chance d'avoir des ingénieurs de recherche qui ont directement participé à la conception de l'un des instruments du JWST. En l'occurrence, il s'agit de l'instrument NIRSPEC. Et donc, dans une première partie, je vous propose d'écouter Arlette Pécontal et Aurélien Jarnot du CRAL qui vous présenteront vraiment leur travail dans cette grande aventure scientifique qui s'appelle le JWST. Et avant de laisser la parole à Arlette, nous allons revoir ensemble vraiment les caractéristiques principales de ce télescope spatial pour que tout le monde ait les mêmes bases et puisse savourer ensuite le reste de la vidéo. Alors, si vous n'y connaissez rien en astronomie, que vous n'avez jamais entendu parler du JWST, eh bien c'est trop bien, vous avez beaucoup de chance parce que d'un coup vous allez apprendre plein de choses passionnantes. Alors, le JWST, le télescope spatial James Webb, c'est la machine que vous pouvez voir sur cette diapositive. Alors c'est un télescope, donc un appareil destiné à observer les tréfonds, les profondeurs de l'univers, et c'est un télescope spatial. On construit des télescopes sur Terre, mais on peut aussi en envoyer loin dans l'espace, et le JWST fait partie de cela. Alors, quel est l'intérêt d'envoyer un télescope dans l'espace? C'est que quand nous sommes sur Terre pour faire des observations astronomiques, nous sommes gênés par l'atmosphère qui brouille les images. On obtient une mauvaise qualité d'image à cause de toutes les perturbations d'humidité, de température que l'on peut avoir dans l'atmosphère et de plein d'autres choses un peu enquiquinantes. Le fait d'envoyer un télescope dans l'espace permet de s'affranchir complètement de ces problématiques et on obtient, même avec de petits instruments, enfin petits entre guillemets instruments dans l'espace, on obtient de très très belles images qui seraient difficiles à obtenir depuis la Terre. Donc il y a eu d'autres télescopes spatiaux, le plus célèbre étant Hubble, et on en reparlera juste après parce que le JWST est souvent considéré comme un successeur un peu spirituel d'Hubble. Donc le gros souci et le gros risque avec les télescopes spatiaux, c'est que forcément s'il y a un problème pendant le décollage, eh bien ça peut réduire à néant en quelques secondes des décennies de travail et d'investissement. Heureusement, le JWST a été lancé avec brio Noël dernier, le 25 décembre 2021, par une fusée Ariane depuis la Guyane française, et tout s'est extrêmement bien déroulé. On parle souvent de ces différences, de ces points communs et de ces différences avec Hubble. Alors il faut savoir que Hubble a été envoyé dans les années 90, donc avec une technologie qui maintenant est un petit peu dépassée. Donc au niveau technologique, le JWST sera bien plus performant que Hubble, et sa première grosse différence, c'est la taille de son miroir primaire. Alors les télescopes fonctionnent avec des miroirs, ce sont des miroirs qui récupèrent la lumière qui vient des astres pour ensuite pouvoir faire des observations, et plus le miroir primaire d'un instrument, plus le grand miroir du télescope est grand, plus on peut récolter de lumière, et donc plus il est puissant. Alors le télescope spatial Hubble avait un miroir d'un peu plus de 2 mètres, JWST a lui un miroir de plus de 6 mètres, donc c'est vraiment un bond technologique très très important par rapport à Hubble. Autre point à noter, c'est le domaine d'observation du JWST. Alors les télescopes n'observent pas forcément que dans la lumière visible que l'on peut voir avec nos yeux. La lumière visible et toutes les couleurs que l'on voit autour de nous ne sont en fait qu'une toute petite portion d'un très grand spectre, et des instruments peuvent observer ailleurs dans ce spectre que la lumière visible, et notamment ce qui nous intéresse ici en infrarouge. Et donc le JWST va observer l'espace non seulement en lumière visible, mais également en lumière infrarouge, et pourra même voir un peu plus d'infrarouge que ce que pouvait voir Hubble. Et après, la très grande, et on va terminer là-dessus, la très grande différence avec Hubble, c'est l'endroit où il se trouve. Alors Hubble est en orbite autour de la Terre à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. Le JWST, lui, est bien plus loin, à 1,5 million de kilomètres, dans un point un peu particulier qui s'appelle le point Lagrange. Et c'est quelque chose d'un petit peu abstrait, alors je vais m'arrêter quelques instants dessus. Alors, 1,5 million de kilomètres, c'est vraiment très loin. C'est même beaucoup plus loin que la Lune, et c'était un des risques du décollage et du lancement du James Webb, c'est que si jamais il y avait un petit problème, on ne pouvait pas aller sur place dans l'espace pour pouvoir le réparer, ce que l'on avait pu faire par exemple avec Hubble. Alors le JWST se trouve à un point particulier qui s'appelle le point Lagrange L2, que vous pouvez voir sur
sur ce schéma. Alors, c'est un petit peu abstrait. En fait, les points de Lagrange, ce sont des points d'équilibre gravitationnel entre l'attraction du Soleil et de la Terre. Donc, il en existe plusieurs, et le point L2 que nous avons ici est un point particulier qui se trouve toujours dans l'alignement Soleil-Terre, et donc ce point L2. Alors, c'est un petit peu compliqué à comprendre. En fait, il n'y a rien à ce point L2. C'est un point virtuel. Si vous allez sur place, ben déjà, chapeau, et ensuite, ben, vous ne verriez absolument rien. Mais donc, il y a un point, on va dire, imaginaire, qui en permanence suit la rotation de la Terre autour du Soleil comme ça, se déplace en même temps que la Terre autour du Soleil, et en fait, le JWST va être en orbite, va tourner autour de ce point, et va donc tourner autour du Soleil en même temps que la Terre tourne autour du Soleil. Tout le système va se décaler comme ça. Et c'est très intéressant, ce point, pour faire de l'astronomie, et notamment de l'astronomie infrarouge, parce qu'on est donc protégé à cet endroit à la fois du rayonnement du Soleil et du rayonnement de la Terre. Donc voilà pour la localisation de ce nouvel instrument. Alors je vais juste vous montrer deux autres photos du James Webb, parce qu'on a souvent du mal, quand on voit des engins spatiaux, que ce soit des télescopes ou même les rovers martiens, à se faire une idée de leur grandeur et de leur échelle. Et en général, on les imagine bien plus petits que ce qu'ils ne sont en vrai. Alors là, vous avez deux images pour vous donner un peu une petite idée de la grandeur de ces instruments. Alors à gauche, vous avez une maquette à l'échelle 1 du James Webb avec une partie de l'équipe qui a travaillé dessus, une partie de l'équipe du JWST. Alors, c'est une partie infime de l'équipe, d'autant que cette photo a été prise en 2005, donc beaucoup de personnes depuis se sont succédées et ont pris le relais. Et pour vous donner une idée, la NASA estime qu'il a fallu 40 millions d'heures de travail pour construire le JWST. Donc c'est vraiment une collaboration internationale, même si c'est chapeauté par la NASA. Il y a l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne qui ont participé à ce grand projet, et en tout, ce sont des milliers et des milliers et des milliers de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens de 14 pays différents qui ont participé à la conception du JWST. Et donc, à gauche, vous avez une maquette, à droite, par contre, vous avez une vraie photo qui a été prise lors de l'assemblage du miroir primaire, donc le miroir que l'on pouvait voir sur la vue d'artiste auparavant, et on peut faire pareil, ça peut donner une idée de grandeur par rapport aux ingénieurs qui sont en bas de l'image en train de regarder ce miroir. Et vous pouvez voir sur cette image qu'en fait, ce miroir primaire n'est pas un miroir d'un seul tenant, mais que c'est en fait 18 segments hexagonaux qui sont très finement agencés les uns par rapport aux autres. Alors, pourquoi faire un gros miroir comme ça? Ça, c'est le point essentiel à retenir si vous êtes novice en astronomie. C'est que quand on regarde loin dans l'espace, on regarde loin dans le temps. La lumière est super rapide, mais elle met quand même du temps à se déplacer dans l'univers qui est lui aussi extrêmement grand. Donc les objets les plus proches de nous mettent seulement quelques années à nous envoyer leur lumière. Les étoiles que vous voyez dans le ciel, vous ne les voyez pas telles qu'elles sont en ce moment, vous les voyez telles qu'elles étaient il y a quelques années, quelques dizaines d'années ou quelques siècles. Mais quand on regarde très très loin dans l'univers, en fait, on observe de la lumière qui a été émise des astres en question il y a très très longtemps. Et donc, plus on regarde loin dans l'univers, plus on regarde de petites choses perdues au fin fond de l'univers, plus on voit de la lumière qui a été émise il y a longtemps, et donc plus on voit dans le passé. Donc avec le James Webb Space Telescope, on va essayer de remonter cette espèce de grosse frise que vous voyez sur la diapositive, cette espèce de gros entonnoir temporel. On va essayer de voir des choses très très petites et donc très très lointaines, et qui donc se sont produits il y a très très longtemps. Et petit à petit, comme ça, avec les différentes générations d'instruments qui se succèdent, on remonte de plus en plus loin dans l'histoire de l'univers, et avec le JWST, normalement, si tout se passe bien, on devrait pouvoir voir vraiment la toute jeunesse de l'univers avec les premières générations de galaxies et d'étoiles. Donc on s'attend à de très très grosses découvertes sur vraiment la jeunesse de notre univers. Le JWST a pléthore d'objectifs scientifiques, mais la NASA les a regroupés en 4 grands axes, que je vais vous détailler très rapidement maintenant. C'est vraiment les grands axes dont vous entendrez de nouveau parler dans les prochains mois et les prochaines années avec si tout se passe bien, les découvertes qui vont se succéder. Alors, le premier grand axe, c'est, grâce notamment à l'astronomie en infrarouge, d'observer les premières générations justement de galaxies et d'étoiles dont je vous parlais. Alors, ces premières étoiles se sont formées il y a plus de 13 milliards d'années, c'est-à-dire vraiment, c'est très vieux. 13 milliards d'années, c'est vraiment très très ancien, et c'est vraiment le même, on peut difficilement remonter plus loin que ça, parce qu'il y a quelque chose avant que l'on appelle l'âge sombre de l'univers, où, pour faire très simple, l'univers était en quelque sorte opaque, et donc on ne peut pas observer dans ces régions extrêmement éloignées. Mais donc, nous espérons pouvoir voir les premières images, les premières générations de galaxies
et d'étoiles avec le JWST. Une fois que l'on aura étudié ces premières galaxies, on va pouvoir étudier l'évolution de ces galaxies pour voir comment on est passé des premières générations aux galaxies qui nous entourent aujourd'hui et dans leur état actuel. Donc ça, c'est le deuxième grand axe de recherche, comprendre l'évolution des galaxies. Le troisième axe, c'est comprendre comment naissent les soleils, les étoiles et les systèmes planétaires. Alors, on sait comment naissent les étoiles et les systèmes planétaires. Elles naissent dans de grands nuages de poussière et de débris, mais on a énormément de mal à voir à l'intérieur de ces nuages vraiment ce qui se produit. Et par exemple, le télescope Hubble, pour lui, ces nuages sont complètement opaques. Mais James Webb va normalement pouvoir regarder à travers ces nuages de poussière pour vraiment voir des systèmes planétaires en formation et des étoiles en formation. Alors ça va également être quelque chose qui intéresse beaucoup les astronomes. Et enfin, le dernier point, vous en avez sûrement entendu parler, les exoplanètes font régulièrement la une des médias en ce moment. Ce sont donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. On en a inventorié déjà beaucoup, je crois qu'on est aux alentours de 5030 exoplanètes répertoriées. Il y en a de nouvelles quasiment toutes les semaines, alors c'est un peu compliqué de tenir le compte. Et James Webb va surtout être capable de caractériser l'atmosphère de ces exoplanètes. Et ça, c'est quelque chose de très attendu et on va essayer de comprendre à quoi ressemblent vraiment les conditions à la surface de ces autres mondes. Et alors le but final, qui est peut-être un poil optimiste, seul l'avenir nous le dira, c'est de comprendre, in fine, les origines de la vie dans l'univers. Donc voilà pour les 4 grands axes de recherche du JWST. Et pour terminer, avant de laisser la parole à Arlette, un petit inventaire des différents instruments du James Webb, parce que forcément, une fois qu'on a récupéré toute cette lumière, eh bien, il faut l'analyser. Il n'y a pas d'astronome qui est resté collé au James Webb pour pouvoir faire les observations directement à l'oculaire. La lumière est récoltée, puis elle est envoyée dans des instruments qui analysent, qui découpent et analysent directement les caractéristiques physiques de cette lumière. Donc les instruments, vous les voyez sur ce schéma, à droite. Ils se trouvent donc dans un espèce de gros boîtier à l'arrière du miroir. Et il y a donc 4 instruments. Alors le premier, il s'appelle NIRCam. Alors NIR, c'est pour proche infrarouge. CAM, c'est pour caméra. Et NIRCam est donc une caméra proche infrarouge qui sert à faire de l'imagerie. Et c'est par exemple cet instrument qui a fourni la première image du JWST qui a été dévoilée il y a quelques heures pour nous par le président Joe Biden. Donc c'est une caméra qui va pouvoir faire de très 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 belles images. Le deuxième instrument s'appelle MIRI. Alors il y a dans MIRI à la fois une caméra mais aussi un spectrographe, c'est-à-dire un instrument qui est capable d'analyser vraiment les caractéristiques physiques de la lumière pour en tirer tout un tas de caractéristiques des astres dont ils sont émis. Et donc MIRI a à la fois une caméra et un spectrographe, et surtout ne va pas étudier dans le proche infrarouge, mais dans le moyen infrarouge. Donc c'est une portion du spectre un peu plus éloignée, et cet instrument devrait donner aussi énormément de résultats très très intéressants. Alors le troisième de la liste est un peu particulier, car c'est en réalité plus la caméra de guidage du James Webb Space Telescope. Donc c'est un instrument un peu plus, on va dire, technico-pratique que les 3 autres, mais c'est quand même un instrument qui a donné de magnifiques images, même si c'est juste une caméra de guidage, on devrait pouvoir voir de très belles choses avec. Et il est couplé aussi avec un spectrographe qui, lui, est plutôt destiné à l'étude, justement, des exoplanètes. Et enfin, le dernier de la liste, c'est NIRSPEC, qui est donc un spectrographe proche infrarouge. Et c'est ici que, par la magie du montage, je vais m'effacer et laisser la place à Arlette, qui va pouvoir vous présenter un peu mieux que moi cet instrument. Nous allons vous présenter maintenant la contribution du CRAL à la mission JWST. Contribution qui s'est faite via l'instrument NIRSPEC, un des 4 instruments que vous a présenté Antoine juste auparavant. Et donc, je vais vous le présenter un petit peu plus en détail. Donc, NIRSPEC, qu'est-ce que c'est? C'est un spectrographe proche infrarouge qui a plusieurs modes d'observation. Donc, notamment un mode multi-objet, c'est-à-dire qu'on observe plusieurs objets simultanément. Et ce mode multi-objet se traduit par un composant un peu original dans le JWST et dans NIRSPEC plus particulièrement. C'est une trame de micro-obturateur qui, au choix, laisse ou non passer la lumière d'un objet et ensuite cette lumière est dispersée et crée un spectre. Il y a aussi un mode qu'on dit intégral de champ, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut prendre simultanément tous les spectres correspondant à, grosso modo, un carré sur le ciel, qui est le champ de vue de l'instrument.
Cet instrument est une contribution de l'ESA au JWST, c'est-à-dire que c'est l'ESA qui a financé cet instrument, et sa conception et sa fabrication ont été confiées à l'industriel EADS Astrium, qui actuellement fait partie du groupe Airbus Defence and Space. Donc pour les crédits, vous devriez retrouver plutôt ce nom-là, pour le crédit des images. Le CRAL était le seul laboratoire associé au projet NIRSPEC, et donc nous allons vous démontrer, vous présenter plus exactement, pardon, le fruit de notre travail, de notre tâche, qui s'est déroulée via un contrat avec l'industriel. Le CRAL avait 3 responsabilités principales dans le cadre de ce contrat. La première et la plus lourde en termes de temps d'investissement a été le logiciel de simulation des performances. Nous allons vous expliquer par la suite à quoi il correspond. Il y avait aussi une aide à l'industriel pour la vérification des performances de l'instrument et une aide à l'étalonnage de cet instrument. Cela s'est traduit notamment par des missions à Ottobrunn et la participation aux tests avec l'industriel. Et enfin, comme nous avions un scientifique partenaire au CRAL, nous avons pu assurer l'interface entre l'industriel et l'ESA pour tous les aspects qui étaient vraiment très liés à la science et à l'utilisation de l'instrument qui serait faite pour la science. Alors cette contribution, évidemment pas le fruit de 1 ou 2 personnes. Nous avons listé ici les contributeurs principaux, ce qui veut dire que nous en avons oublié, clairement. Ce que nous avons trouvé intéressant de signaler ici, c'est le devenir de ces personnes. Donc vous voyez que certaines sont toujours au CRAL. Le scientifique Pierre Ferruy est lui devenu responsable scientifique du JWST à l'ESA. Et donc il est actuellement à l'ESA. Et l'un de nous est actuellement à poursuivi sa carrière chez Airbus. Donc, à quoi sert un logiciel de simulation des performances? Eh bien, il a 3 buts, à minima. La première, c'est de vérifier les performances de l'instrument avant que l'instrument existe. Et notamment, si vous regardez la figure qui est en haut de la diapositive, on se rend compte que selon les modes d'utilisation de l'instrument, les spectres ne vont pas être localisés dans la même partie du détecteur. Et on voit clairement, avec des données simulées, qu'on peut revérifier que les spectres tombent bien au bon endroit et que donc les données seront exploitables. Le deuxième point, ça sert à anticiper les logiciels qui, eux, vont aller extraire les données scientifiques et les rendre disponibles pour le physicien, pour l'astrophysicien, pour le scientifique. Donc on traduit en fait le signal qui est arrivé sur les détecteurs en paramètres physiques. Et enfin, le dernier point, qui n'est pas le moindre, ce logiciel permet de vérifier la faisabilité des programmes scientifiques à l'aide de l'instrument NIRSPEC. Vérifier si un programme scientifique un peu ambitieux, donc il va chercher des signaux faibles, est vraiment possible avec l'instrument NIRSPEC, et si ça vaut le coup de tenter l'expérience. Alors, comment fonctionne ce logiciel? Alors, on part de simulations astrophysiques, donc c'est des modèles qui viennent simuler notre compréhension de l'univers, et on va en extraire un ensemble d'images et de spectres qu'on va pouvoir placer à l'entrée de ce logiciel, et on va les combiner avec une description technique de l'instrument, donc c'est-à-dire où sont placées les différentes optiques, les différents mécanismes, et on va pouvoir obtenir, alors en plusieurs heures de calcul, une pause virtuelle comme si elle venait de l'instrument réel. Donc voici le schéma de l'instrument, c'est donc de là qu'on part pour faire cette simulation. Le parcours de la lumière est représenté en rouge sur cette image. Donc le télescope nous amène la lumière en haut à droite de cette image, et puis la lumière passe à travers la préoptique, à travers la matrice de micro-lentilles ou de l'IFU, à travers différents filtres disperseurs pour arriver jusqu'au niveau des détecteurs où la lumière sera captée. Alors, comment réellement fonctionne, comment on fait pour faire une simulation
de cet instrument. On part du schéma que je vous montrais précédemment et on en fait un schéma optique simplifié. Et on va reproduire le chemin de la lumière au travers de l'instrument à l'aide d'une modélisation mathématique, à l'aide de formules qui décrivent le comportement de la lumière. Et on va propager la lumière de plan en plan à partir du télescope jusqu'au détecteur. Donc on peut voir ici des images aux différentes étapes, totalement au niveau du foyer du télescope, du masque fente, de la pupille sur le disperseur, jusqu'au détecteur. On va également simuler les détecteurs qui vont, eux, transformer la lumière, donc les photons qui nous arrivent jusqu'à eux, en un signal électrique qui sera ensuite transformé sous forme numérique. Et puis, les données numériques seront mises en forme pour obtenir un fichier similaire à ce que l'instrument nous produit. Justement, alors ces détecteurs vous sont présentés sur l'image qui est là. Donc c'est un des deux détecteurs de l'instrument NIRSPEC. Ça a été l'objet d'un nouveau contrat, cette fois-ci avec l'ESA, puisqu'entre-temps, l'instrument a été livré à l'ESA, puis ensuite à la NASA. Alors, vous le savez tous, le télescope Webb a pris un petit peu de retard. Mais pendant ce temps-là, il y a eu un gros travail qui a été effectué sur la connaissance des détecteurs, sur leur caractérisation, et ce qui a permis de mieux les connaître. Et on a pu améliorer la simulation de ces détecteurs avec ce travail pour qu'ils collent un petit peu plus, un peu mieux à l'instrument réel tel qu'il a été fabriqué. Et de la même manière, il y a eu un travail qui a été fait sur la méthode de lecture, sur la façon dont les différents pixels de ce détecteur, qui comprend donc 4 millions de pixels, la façon dont on va aller lire chacun de ces pixels. Ça permet d'avoir des données de meilleure qualité et d'avoir moins de bruit. Donc, au final, on obtient un simulateur plus proche de l'instrument réel et donc mieux à même de simuler les programmes scientifiques ambitieux et de valider leur faisabilité. Et donc, cela nous amène vers la science et Johan va maintenant vous présenter la science qui sera faite avec le JWST. Eh bien, nous sommes maintenant quelques heures après la présentation de ces premières images et des premiers résultats du télescope spatial James Webb. Et je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a pu observer. Il y a eu en fait 5 objets différents qui ont été présentés, donc des types de sciences différentes qui montrent vraiment toutes les capacités du télescope spatial James Webb à étudier des objets. Et je vais vous les présenter un petit peu par ordre de distance, en allant du plus proche jusqu'aux objets les plus lointains de l'univers qu'on a pu étudier. Alors, le premier objet qu'on peut présenter ici, c'est cette exoplanète. Donc une exoplanète dont on n'a pas fait une image ici. Il s'agit en fait d'un spectre. Donc c'est cette courbe qu'on voit ici. Donc on va étudier le spectre d'une exoplanète en regardant la lumière de l'étoile qui l'accompagne. Donc une exoplanète, c'est une planète qui entoure une étoile qui est en dehors de notre système solaire. C'est un autre système solaire. Et on en connaît en fait des milliers de ces exoplanètes maintenant, plus de 5000. Ici, c'est l'exoplanète qui a été choisie, donc elle s'appelle WASP-96b, donc je vais vous la présenter un petit peu, et après on va étudier un peu plus ce spectre. Donc cette exoplanète, WASP-96b, donc elle vient du sondage qui s'appelle WASP, donc Wide Angle Search for Planets. C'est un sondage qui utilise la technique des transits pour détecter les exoplanètes. Un transit, c'est une sorte d'éclipse quand une planète va tourner autour de son étoile. Si, pour peu que la Terre soit bien alignée entre l'étoile et la planète, on va la voir passer devant le disque, et ça veut dire que la lumière de l'étoile va d'un seul coup baisser, comme on le voit sur la courbe ici. Donc on va repérer cette chute de lumière et en déduire, grâce à ça, des propriétés de l'orbite de la planète, de la taille de la planète, et donc c'est très intéressant pour pouvoir étudier les propriétés physiques des planètes. Donc c'est surtout des planètes qui vont être proches de leur étoile qu'on va pouvoir détecter par cette méthode. Donc ici, en l'occurrence, il s'agit de ce qu'on appelle un Jupiter chaud. Enfin, c'est une planète qui est un peu... C'est pas exactement comme Jupiter, elle est plus grosse que Jupiter, mais avec la moitié moins de masse.
Et quand elle passe devant son étoile, on va regarder la lumière de l'étoile qui va passer au travers de la planète. Une partie est complètement occultée, mais une partie va passer au travers de l'atmosphère. Et c'est ça vraiment qui va nous intéresser. On va utiliser l'instrument qui s'appelle NIRIS, donc vous avez vu. Donc c'est un spectro-imageur. En fait, c'est un imageur sur lequel on va pouvoir disperser la lumière et étudier le signal de la planète. Donc on va repérer comme ça la quantité de lumière de l'étoile transmise au travers de la planète, de l'atmosphère de la planète, en fonction de la longueur d'onde, donc la différente couleurs. Et ça va nous indiquer en fait les zones où il y a des très fortes variations qu'on peut voir ici, ça fait un peu des bosses, et ça va nous montrer des signatures, notamment de vapeur d'eau. Donc on va regarder, on savait déjà, cette exoplanète elle a été choisie puisque c'est une des exoplanètes qui a montré une atmosphère avec de la présence d'eau. Mais là, l'avantage avec un instrument comme le télescope spatial James Webb, c'est d'aller regarder en détail ce spectre, aller à d'autres longueurs d'onde dans l'infrarouge où on va repérer d'autres éléments chimiques. Et par exemple, ce n'est pas juste regarder s'il y a de l'eau, mais regarder s'il y a des nuages, s'il y a du brouillard. Et donc, toutes ces conditions qui vont faire qu'on va connaître les propriétés de l'atmosphère. Et derrière, finalement, repérer l'atmosphère d'une exoplanète, d'une planète extrasolaire, ça va nous donner en fait des indices sur est-ce qu'il y aurait par hasard des conditions qui soient propices à la vie. On va comparer avec les planètes qu'on connaît de notre système solaire. Et puis là, ça nous montre en fait qu'il est relativement facile d'obtenir un spectre d'atmosphère d'exoplanètes avec le James Webb. Donc on va pouvoir en faire des centaines et les comparer. Je vais passer à l'objet suivant, qui est là, on s'éloigne un petit peu. Il s'agit en fait d'une nébuleuse. Donc, on a une image vraiment spectaculaire au niveau des détails de cette nébuleuse. Il s'agit en fait ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. C'est en fait l'atmosphère d'une étoile qui a été éjectée en fin de vie. Quand une étoile meurt, une étoile comme le Soleil, à la fin, elle va éjecter ses couches supérieures et les envoyer très loin. Donc il reste en fait un résidu d'étoile qui est ici en fait caché, on ne le voit pas. On voit une étoile centrale, mais il ne s'agit pas de l'étoile qui est responsable du matériau qu'on voit de la nébuleuse, qui est du gaz et des poussières. Donc cette nébuleuse, elle porte le doux nom de NGC 3132, mais on l'appelle surtout l'anneau du Sud. Elle a été découverte en 1835 par William Herschel et elle est à une distance de 2000 années-lumière. Donc ça, c'est un petit peu sa carte d'identité. Donc là, on a une image qui est à très bonne résolution, qui est faite par l'instrument imageur NIRCam, qui donne des images très très détaillées dans l'infrarouge. Mais on peut aller encore plus loin dans l'infrarouge avec l'autre instrument qui s'appelle MIRI. Et si on prend cet autre instrument, la nébuleuse, on va la voir sous une autre couleur, sous d'autres formes. On va aller en fait révéler un petit peu la poussière qui est à l'intérieur de la nébuleuse. Et notamment, on voit l'étoile qui est morte et qui est enfouie dans un petit cocon de poussière, c'est le point rouge que vous voyez au centre. Donc en fait, il ne s'agit pas d'une seule étoile qui est morte, mais il y a un système binaire, donc deux étoiles. La deuxième étoile qui n'est pas encore morte, qui est encore dans un état, je dirais, normal de sa vie, elle avance dans sa vie, mais elle n'est pas à un stade aussi avancé que l'étoile qui a laissé un résidu. Et donc l'ensemble de ces deux étoiles va éclairer la nébuleuse et ça nous fait révéler en fait tous ces détails spectaculaires. Et la lumière va passer au travers de la nébuleuse et éjecter à l'extérieur. On voit en fait des phénomènes de vent stellaire qui vont souffler les poches de la nébuleuse vers l'extérieur. Et si on regarde bien dans cette image, on peut voir également d'autres objets qui n'ont rien à voir avec la nébuleuse, qui sont en fait des galaxies d'arrière-plan. Donc là, ça montre aussi la profondeur de ces images. On cherche une nébuleuse et on s'aperçoit qu'en fait, il y a énormément de choses. On peut regarder même au travers de la nébuleuse et voir cet objet en haut à gauche. Il s'agit en fait d'une galaxie vue par la tranche bien plus distante que la nébuleuse. L'objet suivant est la nébuleuse de la Carène. C'est une nébuleuse qui est très connue, mais ici, on l'avait déjà étudiée avec le télescope spatial Hubble notamment. Et ici, on voit vraiment des détails vraiment extrêmement détaillés pour cette nébuleuse. C'est ce qu'on a appelé les falaises cosmiques. C'est tout un jeu de structures de gaz et de poussière qui est sculpté par des étoiles naissantes
qu'on ne voit pas ici, mais qui sont plutôt vers le haut de l'image et qui envoient du rayonnement très intense. Et ce rayonnement va pousser les bords de la nébuleuse et vraiment sculpter, faire cette frontière très nette qu'on voit avec le gaz et les poussières de la nébuleuse. L'intérêt avec le télescope James Webb, c'est qu'on va vraiment plonger au cœur de la nébuleuse, dans l'infrarouge, et aller regarder des étoiles qui sont enfouies et qui sont en train de naître dans cette nébuleuse également. Alors sa petite carte d'identité ici, donc voilà son petit nom, NGC 3372, découverte en 1750. Donc c'est une nébuleuse relativement brillante. Elle a été découverte assez tôt par Nicolas de Lacaille. Donc les premières explorations, disons, détaillées du ciel de l'hémisphère sud qui ont révélé cette nébuleuse. Ce qu'on appelle une nébuleuse diffuse, c'est-à-dire c'est du gaz qui est là dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire et qui est structuré par le rayonnement et les vents des étoiles qui l'environnent et notamment des étoiles qui sont en train de naître. Donc il y a une distance de 7500 années-lumière. Donc si on regarde un petit peu plus en détail, on a différentes couleurs. On a des étoiles qui sont justement en train de naître, qui sont enfouies, qui font ce rayonnement jaune-orangé. Et aussi dans la partie en dessous, on a ici les observations MIRI. Donc là, on va vraiment dans l'infrarouge encore plus lointain. Et là, on va pénétrer à l'intérieur de cette poussière et voir des étoiles qu'on ne voyait pas autrement. Notamment avec le télescope Hubble, on ne pouvait pas voir toutes ces étoiles. Et ce qu'on peut voir surtout, c'est des petites structures qui vont se former, des espèces de petits cocons. Les étoiles qui sont en train de naître sont englobées dans des cocons de poussière et de gaz, dans lesquels sont en train de se former des planètes. Donc on est en train de voir des systèmes planétaires en formation à l'intérieur de ces nébuleuses. Certaines de ces étoiles vont avoir aussi des petits jets. On a une espèce de structure un peu cométaire, jaune un petit peu sur la gauche, et qu'on voit ici, donc un petit peu asymétrique, avec des vents qui partent vraiment dans une direction. Ce qui est vraiment spectaculaire, je trouve, c'est de comparer l'image prise par le télescope Hubble à gauche et l'image du télescope James Webb à droite. L'image de Hubble était déjà spectaculaire, ça n'en fait aucun doute. Mais on voit vraiment que le télescope James Webb nous révèle des choses complètement différentes. On va aller vraiment creuser à l'intérieur de la nébuleuse. On voit vraiment, le cœur de la nébuleuse devient presque transparent. On voit toutes les étoiles qu'on ne voyait pas auparavant. Et à l'intérieur du cocon de gaz et de poussière qui était complètement sombre avec Hubble, on voit vraiment beaucoup plus de structures et de ces étoiles en formation. Je vais passer à l'objet suivant, et cet objet, en fait, ce n'est pas un objet, mais alors on a 5 objets. On parle en fait de 5 galaxies. C'est un groupe de galaxies qui est assez connu, qui s'appelle le quintet de Stéphane. Donc le quintet de Stéphane, c'est ces 5 galaxies qui sont situées dans la même région du ciel. En fait, dans ce quintet de Stéphane, il y a 5 galaxies, mais seulement 4 d'entre elles, celle qui est la plus à gauche, ne fait pas partie physiquement du même groupe. On a en fait 4 galaxies qui sont ce qu'on appelle en interaction. Ce sont des galaxies qui sont en train de se mélanger, de se rencontrer, d'échanger du gaz et faire des flots d'étoiles avec des effets de marée très importants, donc des effets gravitationnels très importants. Quand vous voyez une galaxie comme celle qui est à gauche, finalement, elle est en avant-plan de nous, elle n'a rien à voir avec le reste, et c'est ce qu'on appelle une galaxie isolée. C'est un peu l'image d'Épinal d'une galaxie spirale. Mais les galaxies qu'on voit à droite, dans le groupe, celles-ci, elles ont vraiment eu des interactions, elles se sont mélangées, elles se sont complètement déstructurées. On voit notamment ces 2 galaxies en bas, au centre à droite, qui sont en plein processus de fusion. Donc ce type de groupe de galaxies, c'est un laboratoire idéal pour aller étudier comment les galaxies vont évoluer. On sait que ce type d'environnement, c'est là où les galaxies vont perdre leur gaz, vont se mélanger, vont fusionner, vont fabriquer des galaxies beaucoup plus grosses. Notre propre galaxie, la Voie lactée, est en train de se rapprocher de la galaxie d'Andromède, et dans plusieurs milliards d'années, on s'attend à ce que ces 2 galaxies fusionnent. Et c'est ce type de processus qu'on est vraiment en train de regarder. Alors l'image du quintet de Stéphane, on l'avait déjà vu avec d'autres observations, notamment avec Hubble, et on connaissait déjà un petit peu ces structures, mais là on voit encore plus de détails sur notamment les filaments de gaz et de poussière qui sont mélangés, les sursauts de formation d'étoiles, ce qu'on voit ici en jaune orangé. Donc il y a un petit mélange ici entre des observations NIRCam et MIRI, donc du infrarouge proche et de l'infrarouge moyen. Ce qui est vraiment très très spectaculaire sur cette image, c'est quand on va utiliser uniquement
les observations MIRI, et on va vraiment se concentrer sur la région un petit peu plus centrale ici. Et on voit que la plupart des interactions, on voit plus les étoiles vraiment normales, je dirais, mais on voit les sursauts de formation d'étoiles qui restent et tout le gaz qui est éjecté. Par contre, ce qui est aussi révélé, c'est cet objet très brillant dans la galaxie au-dessus, qui est en fait un trou noir supermassif qui s'est activé dû à la présence de ces nombreuses galaxies, cet environnement très dense. Ça a fait plonger du gaz au centre de la galaxie qui a alimenté le trou noir supermassif. Et la couleur jaune-orangé qu'on voit dans cette image, ça révèle vraiment la puissance de ce trou noir supermassif qui fait ce qu'on appelle un noyau actif de galaxie. Et enfin, pour terminer, j'aimerais passer un petit peu de temps à vous présenter ce champ profond. Ça a été la première image révélée hier par Joe Biden depuis la Maison-Blanche. Donc, il y a eu tout un communiqué de presse à ce sujet, puisque c'est l'image la plus profonde jamais obtenue dans l'infrarouge par un télescope. Ce qu'on est en train de regarder ici, c'est un amas de galaxies, donc une structure très très massive qui comprend plein de galaxies. Donc, je vais vous détailler un petit peu. Donc pareil, la carte d'identité, l'objet il s'appelle SMAC 0723, un petit peu. Ça vient d'un sondage qui s'appelle le Southern Massive Cluster Survey, dirigé par Harald Ebeling à Hawaï. Il a été découvert autour de 2007. C'est donc un amas de galaxies qu'on appelle lentille, c'est-à-dire qu'il est suffisamment fort pour faire un effet de lentille gravitationnelle très très important. Je vais vous détailler un petit peu ça. Et il est à une distance de 4 milliards d'années-lumière. Donc on est vraiment déjà en train de regarder un objet beaucoup plus distant que tout ce qu'on a vu auparavant. Et dans ce champ profond, si on analyse un petit peu tout ce qu'on peut voir sur cette image, alors il faut bien distinguer différentes choses. On a cet objet extrêmement brillant qu'on voit au centre. Ça n'a rien à voir avec l'amas de galaxies. C'est simplement une grosse étoile de notre Voie lactée qui nous gêne un petit peu la vue, j'avoue. Quand on la regarde comme ça, elle nous obstrue la vue puisqu'elle va nous empêcher de voir des galaxies derrière. Mais il n'y avait pas le choix. Elle est là, donc il faut faire avec. Donc elle a la forme caractéristique d'une étoile vue par le James Webb avec ces 6 aigrettes, ces 6 lignes qui partent dans les différentes directions qui viennent des hexagones des miroirs du télescope James Webb. Par ailleurs, on a toute une série de grosses galaxies blanches, un peu rondes, ovales, qui sont en fait les galaxies de l'amas. Ce sont celles-ci qui vont être très massives et qui vont provoquer en fait une déformation de l'espace-temps due à leur très très grande masse. Et derrière, on va avoir d'autres galaxies que j'ai ici, j'en ai pointé quelques-unes en vert, qui sont ces images de galaxies en arrière-plan dont la lumière va être complètement déformée. Alors pour expliquer un petit peu ce qui est en train de se produire, je vais reprendre ce schéma qui vous montre en fait la déformation symbolique. Quand on a une masse dans l'univers, on va avoir l'espace qui entoure cette masse qui va être complètement déformé. Et ça veut dire que si je regarde une galaxie ou un autre objet qui est situé en arrière-plan, très très loin derrière, la lumière qui me vient de cet objet va devoir contourner, va devoir suivre la forme de l'espace, va devoir suivre cette courbure pour venir jusqu'à l'observateur. Et du coup, un observateur qui voit de la lumière lui arriver dans une direction pense que l'objet est dans cette direction, alors qu'en réalité, il est à une autre position. C'est un petit peu un effet de mirage, mais qui va nous aider, puisqu'il va nous déformer les images, mais amplifier la lumière. Si on regarde plus en détail ici une simulation qui nous montre la lumière d'une galaxie qui nous envoie de la lumière dans toutes les directions, si on lui rajoute cet amas de galaxies massives qui déforme l'espace-temps, les rayons qui nous viennent de ces images de cette galaxie d'arrière-plan vont être courbés et venir jusqu'à nous, jusqu'à parfois prendre plusieurs chemins. On va avoir donc plusieurs images de la même galaxie, ce qu'on va appeler des images multiples. Et ça, des objets comme ça, on en a un très grand nombre dans cette image. Et c'est ce qu'on va pouvoir étudier, et c'est ce qui m'intéresse moi personnellement beaucoup. Pour comparer un petit peu, la même image qu'on a fait de cet amas de galaxies avec l'instrument Spitzer, qui regarde lui aussi dans l'infrarouge, était beaucoup moins profonde, bien évidemment, et beaucoup moins résolue. Le télescope Hubble nous donnait déjà une vision beaucoup plus détaillée, et le James Webb va à la fois nous pousser la résolution et la qualité des images, et apporter toute une profondeur et un très très grand nombre d'objets. Donc là, on est vraiment en train de pousser les limites et aller regarder des objets jusqu'à des distances incommensurables, vraiment aux confins de l'univers. On va aller regarder des galaxies dont la lumière a mis plus de 13 milliards et demi d'années pour venir jusqu'à nous.
Alors en détaillant un petit peu certains de ces objets, on voit clairement des images déformées de galaxies. On a l'impression de regarder les montres molles de Dali quand vous regardez l'image en haut à gauche. Alors parmi les astronomes, on a commencé à surnommer cette galaxie le béret, parce qu'il y avait un petit peu la forme d'un béret. Et voilà, on leur donne des petits noms parce qu'il y a des formes vraiment tellement bizarroïdes qui vont se produire avec cet effet qu'on appelle l'effet de l'antigravitationnel. Mais sinon, dans tous les cas, toutes les galaxies qu'on va regarder ici, leur image va être amplifiée, étirée, et ça va nous donner vraiment des détails beaucoup plus fins que ce qu'on pourrait voir sur n'importe quelle autre galaxie s'il n'y avait pas cet effet, même avec le James Webb. Donc c'est la combinaison du James Webb et de l'effet de l'antigravitationnel qui va nous permettre d'atteindre cette profondeur. Et il faut penser que là, on est simplement en train de regarder des images qui sont à peine de 2 heures par filtre, dans 6 filtres. Donc au total, une douzaine d'heures prises avec le télescope James Webb. Là où le télescope spatial Hubble devait prendre plusieurs dizaines d'heures pour atteindre la même profondeur. Donc on a vraiment un facteur vraiment supérieur en profondeur. Et si j'insiste un petit peu sur les images, je me suis amusé un petit peu à pousser sur cette image, on voit vraiment la quantité d'objets qu'il y a à voir. Tous les petits grumeaux qu'on peut voir, ce n'est pas juste des artefacts ou du bruit qu'il y a dans les images. Chacun de ces objets, c'est des structures qu'on voit à la fois dans l'amas de galaxies. On voit par exemple des amas globulaires, des groupes d'étoiles, des structures stellaires dans d'autres galaxies et jusqu'à un très très grand nombre de galaxies très distantes. Et là encore, le télescope James Webb ne va pas faire que des images. Sur ce champ profond, il a utilisé un instrument qui va faire ce qu'on appelle la spectroscopie. Là encore, analyser la couleur des objets. Et ça va être très très important puisqu'on va aller pouvoir étudier les éléments chimiques dans les galaxies. Et ça, c'est révélateur de leur distance. Donc on va pouvoir mesurer très précisément la distance de ces galaxies les plus distantes de l'univers. Et ici, vous voyez quelques exemples parmi les premières galaxies dont on a pu mesurer les distances avec le télescope James Webb. Donc il a un système qui lui permet, avec NIRSPEC, donc on doit parler, donc les équipes du CRAL ont été partenaires et ont vraiment travaillé à l'étude du système de performance, comme vous avez déjà vu tout à l'heure. Et avec cet instrument, on va pouvoir mesurer des specs de plusieurs objets en même temps. Et ici, vous voyez par exemple sur 4 galaxies, mesurer leur distance sur des très très grandes distances. Pour terminer, on peut parler un petit peu de la suite, donc la science qu'on va faire avec le James Webb. Donc on avait déjà vu là, ça vous donne vraiment un panel de différentes sciences qu'on va faire, et notamment la science qu'on va faire ici au CRAL, à l'Observatoire de Lyon, avec tous les chercheurs qui sont impliqués dans les observations du James Webb, y compris moi-même. Donc en fait, là, il y a des thématiques scientifiques, donc de la formation des étoiles, formation des galaxies, évolution des galaxies et le tout début de l'histoire de l'univers. Et tout ça, c'est des thématiques sur lesquelles on est très impliqué à Lyon. Donc il y a plus d'une douzaine de chercheurs qui sont impliqués directement ou indirectement. Et pour terminer, juste pour vous donner un petit preview d'un programme sur lequel que je dirige, que je co-dirige avec une collègue en Suisse. On aura des observations l'an prochain, donc il faut attendre déjà il va falloir attendre quelques mois. On va se jeter sur les premières données qu'on vient d'obtenir avec le télescope James Webb, et après on va pouvoir tenir encore quelques mois avant d'avoir ce programme. Et c'est l'étude d'un de ces arcs gravitationnels, comme je vous ai présenté auparavant, mais très très lumineux, très très détaillés, sur lesquels on va aller zoomer sur la galaxie et étudier des régions de formation d'étoiles. Donc le type de régions de formation d'étoiles qu'on peut voir dans notre Voie lactée ou dans des galaxies proches, on va essayer de chercher à les résoudre sur des galaxies très très distantes en bénéficiant d'une situation un peu exceptionnelle sur lesquelles l'arc ici on appelle le serpent cosmique. Bon, c'est un nom un peu plus poétique, nous révèle, en fait on voit déjà à droite les régions de formation d'étoiles qu'on va aller étudier, et on s'attend avec le télescope James Webb qu'on divise ces régions en plein de toutes petites régions de formation d'étoiles, et donc il va nous permettre d'apporter des informations très très importantes sur le processus de formation d'étoiles au tout début de l'histoire de l'univers. Donc on est déjà sur des galaxies distantes, mais là on va pouvoir les regarder avec une résolution, un niveau de détail inégalé. Je vous remercie pour votre attention.